Nous avons un contexte au printemps 2021 qui est beaucoup moins favorable qu'au début de la pandémie. Tous les agriculteurs dans le monde entier n'ont pas été confinés. Tout le monde a été au front en première ligne, en France, en Russie, partout dans le monde. Nous avons, si vous voulez, une sédimentation de problématiques depuis 12 mois. L'indice moyen des produits de base dans le monde, l'indice de la FAO, a augmenté de 25%. Cette équation agricole déjà complexe est encore plus difficile aujourd'hui parce que les changements climatiques s'accélèrent. Vous avez des vulnérabilités qui sont différenciées selon les régions du monde. En Europe, nous avons la chance depuis un an, je crois qu'il faut parler de chance très clairement, d'avoir des systèmes agricoles et alimentaires qui ont tenu à la fois sur l'acte productif et tenu sur les chaînes logistiques, mais finalement y compris sur les prix pour les consommateurs qui n'ont pas augmenté. Nous avons des grandes puissances agricoles comme la Russie par exemple, qui n'ont pas eu un manque de production agricole, mais simplement en Russie, nous observons une inflation des prix alimentaires parce que l'organisation des marchés, de la logistique, etc. n'est pas identique, n'est pas suffisamment performante pour contrer ce type de choc économique, sanitaire, logistique que tout le monde rencontre. Nous avons eu de la part de beaucoup de pays dans le monde la volonté d'acheter un peu plus que d'habitude sur les marchés mondiaux parce que, un peu comme monsieur et madame tout le monde, des États, des entreprises, des opérateurs du négoce agricole alimentaire ont surstocké, suracheté par rapport à leurs besoins. Aujourd'hui, cette inflation alimentaire, observée à l'échelle mondiale, fragilise en fait à la fois des pays qui sont fortement importateurs et dépendants principalement des marchés mondiaux pour équilibrer leurs besoins alimentaires à domicile. Mais nous sommes aujourd'hui plutôt dans une situation où les premières victimes, ce sont les populations précaires, les populations pauvres. D'ailleurs, elles sont aussi en Europe et en France. L'année 2019, les récoltes dans le monde avaient été plutôt favorables. On n'avait pas eu de grands pépins climatiques, etc. Alors qu'en 2020, il y a à la fois eu davantage d'impact climatique dans certains grands pays producteurs et nous avons eu parallèlement les effets de la crise petit à petit. Vous avez à la fois des stress hydriques structurels ou conjoncturels mais qui vont fragiliser des récoltes agricoles. Vous pouvez avoir des changements de température qui vont changer les calendriers de récolte et donc modifier les structurations de filières. Et vous pouvez avoir des pluies qui parfois vont être tellement intenses qu'elles vont dégrader des cultures au moment de leur floraison ou au moment des récoltes, ou au contraire de la sécheresse et une combinaison négative pour que les plantes puissent faire leur croissance. Nous avons, si vous voulez, une sédimentation de problématiques depuis 12 mois qui font que, à la fois donc, nous avons une précarisation de la demande pour une partie de la planète, nous avons une offre agricole un peu moins favorable que depuis 2-3 ans par rapport à des changements climatiques, nous avons une fluidité logistique qui est un peu moins nette depuis quelques semaines par rapport à ce qu'on a observé au printemps 2020, et nous avons des pays, je l'ai dit, qui ont acheté beaucoup et qui ont contribué à faire flamber le cours de matières premières agricoles. La Chine notamment a été le déterminant principal de la hausse significative du prix de produits de base. Les mondes agricoles, en fait, sont très connectés, génèrent énormément de data, utilisent énormément d'outils d'aide à la décision, que ce soit des satellites, des drones, des petits robots, et c'est un phénomène mondial. Même en Afrique aujourd'hui, on observe que beaucoup de révolutions de production, à la fois pour produire plus, pour produire mieux, pour produire en respectant davantage les ressources naturelles, en réduisant l'empreinte environnementale, utilisent des solutions digitales et numériques. Évidemment, cette réalité n'est pas homogène sur la planète et nous pouvons avoir des écarts qui se creusent entre des pays qui misent sur l'innovation, qui misent sur la science, qui misent sur la technologie pour produire ou pour rapprocher l'offre et la demande, et des pays qui tâtonneraient, qui hésiteraient, ou des pays qui, au contraire, n'en ont tout simplement pas les moyens. Et donc, ces inégalités peuvent créer encore plus des écarts de compétitivité entre les puissances agricoles. On voit bien que la Chine, par exemple, est un pays qui, tout en étant une grande puissance agricole, entend demeurer aussi un leader dans l'innovation dans ce secteur, mise beaucoup sur la science, la robotique, la génétique.
l'agriculture, les céréales russes, mais on peut de plus en plus élargir à l'ensemble de l'agriculture russe. C'est une agriculture qui permet au pays d'avoir un pilier économique important, qui est un pilier majeur de la sécurité des populations russes, mais qui est aussi un outil de rayonnement de la Russie aujourd'hui sur la scène internationale. Le Brésil est un pays qui assume parfaitement d'être une grande puissance agricole, d'être une grande puissance exportatrice. Lula l'a fait, Bolsonaro continue et Dilma Rousseff n'avait pas détricoté cette ambition. Les États-Unis restent une grande puissance agricole qui entend l'être à domicile et en même temps sur la scène internationale, mais l'Europe est le parfait témoignage d'une politique agricole qui, depuis un demi-siècle, bénéficie avant tout et surtout à 500 millions de personnes en Europe qui sont en sécurité alimentaire, et l'Europe qui a des conditions pédoclimatiques, des ressources géographiques et une organisation de marché, de logistique et de politique publique qui lui confère aujourd'hui d'être une grande puissance agricole et agroalimentaire. C'est une Europe qui est aussi capable de mobiliser certains surplus de production pour contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux et donc de rayonner aussi sur la scène internationale. En 2020, malgré la crise, la France a exporté pour plus de 60 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires. Un quart sont des produits agricoles, 3/4 sont des produits agroalimentaires transformés, les boissons, les céréales, les produits laitiers, certains fruits et légumes sont parmi les locomotives de cette agriculture et de cet agroalimentaire français qui sont capables de correspondre à des attentes mondiales. Et tout ça ne se fait pas au détriment des consommateurs français ou européens. Au contraire, tout ça se fait en complémentarité. Aujourd'hui, la moitié des exportations de la France se vont vers le marché communautaire, mais l'autre moitié se fait vers des pays extra-européens qui, eux, ont besoin aussi des productions européennes et qui attendent certains produits français. Les Français se sont aussi habitués à pouvoir accéder à de la nourriture exotique ou à certains produits tout au long de l'année, à toutes les saisons. Certains produits ne viennent pas de France parce qu'on n'en produira jamais, parce que les conditions ne sont pas aptes à développer certaines cultures. Mais nous avons aussi quelques productions que nous achetons davantage aujourd'hui à l'international et qui a fragilisé certains segments de l'agriculture française parce que les coûts de production en France sont très élevés, parce que le cahier des charges et normatif est très exigeant et que finalement certaines filières ont perdu en compétitivité. On pourrait en plus ajouter toutes les considérations sociales ou environnementales qui ne sont pas exigées à certains producteurs dans le monde avec des produits qu'on consomme en France, alors que les produits made in France sont produits dans de meilleures conditions avec beaucoup plus de normes environnementales et de performances écologiques. Mais tout cela a un coût et donc on voit bien que la question du consentement des citoyens français à payer plus cher leur nourriture made in France reste un grand sujet aujourd'hui sur la relocalisation de certaines productions ou sur l'arrêt de certains achats sur les marchés internationaux. Nous sommes une grande puissance agricole, mais nous sommes une impuissance halieutique et aquacole. 85% des protéines aquatiques qui sont consommées en France viennent de l'importation. Il y a deux paradoxes à cela. D'abord, la France est la deuxième puissance maritime mondiale et entend être une grande puissance bleue au cours de ce siècle. On a d'ailleurs un ministère de la mer qui a été recréé après 30 ans de parenthèse. Et deuxième élément, en aquaculture, depuis 40-50 ans, la France a des capacités technologiques, a des performances scientifiques, des innovations dans ce domaine qui n'ont pas été développées, sur lesquelles on n'a pas investi. Et c'est cette combinaison quelque part du bleu et du vert, comme je dis souvent, ce mélange de couleurs qui permettra demain d'entretenir la sécurité alimentaire des Français et de satisfaire l'ensemble des demandes.